Bonjour, ou plutôt bon après-midi devrais-je dire, et une bonne après-midi ensemble. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous chez Coprim. Vous ne le savez pas, mais le logo au départ voulait dire ensemble soyons meilleurs. Le co, c'était ensemble. Le prime, ça voulait dire meilleur. Voilà, c'est une notion qui est très importante chez nous. En tout cas, je suis très impressionné par l'Assemblée parce qu'on n'a jamais fait un événement comme ça pour nous. Donc, c'est chouette de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Et voilà, donc un grand merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est écrit là. J'ai pas l'habitude de voir mon nom écrit comme ça en aussi gros. Voilà, d'habitude je me mets plutôt en retrait, généralement on me voit pas sur l'émission. Donc je suis Jérôme Bétous, je suis le fondateur et le dirigeant de Coprim. Et à ce titre-là, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la salle. Alors, il y en a comme quelques-uns qui me connaissent dans la salle, il ne faut pas se tromper. Voilà. Alors quelques mots d'introduction pour Coprim. Alors on conseille. Ça vous permettra de savoir exactement qui on est quand même, c'est important. On conseille nos clients sur le management de projet et la transformation, parce qu'on est tous d'accord, tout projet mène à une transformation. Vous le verrez écrit sur les papiers, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on est totalement sensibilisé et convaincu. Chez nos clients, nous réalisons des projets de mise en place d'outils, bien sûr de gestion de projet. Gestion de projet, le mot projet, vous allez l'entendre tout l'après-midi, et bien sûr tous les reportings qui sont associés, qui sont nécessaires pour pouvoir exploiter ces données-là. Nos clients, on les soutient avec nos clients, nous les soutenons la transformation de leurs entreprises, la transformation de leurs équipes. Alors c'est des transfos qui concernent la gouvernance, c'est des transfos qui concernent les aspects managériaux, c'est des transfos qui concernent le digital, bien évidemment. Alors j'insiste, notre travail c'est ensemble, et ensemble, c'est ensemble que les projets aboutissent au final, parce qu'on n'a pas la prétention de le faire à votre place, on a juste la prétention de se dire, quand on bosse bien ensemble, on a des projets qui réussissent. Voilà, c'est aussi simple que ça, notre message. Alors, et ça vous permet aussi à vous d'atteindre vos objectifs, bien évidemment. Alors, sans eux, sans nos clients, sans vous aujourd'hui, Coprim, ça n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. Je peux le dire en tant que fondateur, c'est très important. Chaque personne est importante. Voilà. Dans quelques jours, nous allons même, pour que vous le sachiez, nous allons débuter notre 15e année d'existence. Alors, bien sûr, pour vous, ça ne signifie pas forcément grand-chose, mais pour moi, le fondateur, ça signifie quelque chose. C'est 15 ans de boulot. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est de la présence auprès de plus de 100 clients aujourd'hui. Des clients de toute taille, des clients qui font 30 personnes, jusqu'à des clients qui en font 200, 300 000. Donc on est vraiment sur un panel qui est très large. C'est des interventions qu'on a menées dans des directions informatiques, dans des directions recherche et développement, dans des directions innovation, dans des directions des opérations, dans des directions générales, enfin bref, plein de directions, ou des directions projet, parce qu'il y en a qui ont que le titre de direction projet, etc. Donc en fait, on fait des interventions qui s'adaptent à nos métiers et à nos clients, et des clients qui sont de tout secteur. Vous avez des clients dans la banque, vous avez des clients dans l'industrie, vous avez des clients dans la pharma, vous avez des clients dans les telcos, vous avez des clients dans la cosmétique, vous avez des clients, etc. Vous en avez un peu partout. On a cette capacité, j'ai une équipe géniale qui est capable de s'adapter à tout le monde. Là, vous en avez quelques-uns au premier rang devant. Voilà. Je suis très fier de mon équipe, vous le sentirez. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une équipe qui est très stable. C'est une équipe qui est solide, qui a 20 consultants, un peu plus. On est en train de se développer. On s'appuie bien sûr sur quelques indépendants en plus quand on a besoin pour avoir les bonnes compétences pour répondre aux bonnes missions et aux bons enjeux. Ça fait partie des points qui sont importants. Donc on sait reconnaître nos limites et on sait apporter des personnes pour combler ces limites aussi, pour dépasser ces limites. Alors pour terminer mon introduction, pardon, excusez-moi, j'ai besoin de mon petit papier quand même. Je suis pas très habitué à parler comme ça en public. Je voudrais vous partager un petit bout encore de l'esprit de Coprim. Vous en avez touché quelques aspects là pour l'instant, mais là on va en toucher encore d'autres aspects. Pendant de nombreuses années, nous avons animé des universités. Alors peut-être que certains, je crois pas, enfin voilà, les plus anciens qui nous suivent depuis très longtemps ont pu connaître les universités Coprim. Puis après, on a transformé ça, on a fait ça des journées portes ouvertes. Alors là, on accueillait des clients chez nous. Et puis découvrir nos locaux, nos bureaux, voilà, ils se mettaient tous tirés à 4 épingles pour accueillir tout le monde, donc c'était génial. Et puis dans sous ces journées portes ouvertes, universités, on abordait des thématiques très technico-fonctionnelles sur les outils de gestion de projet, sur les techniques de gestion de projet, sur les démarches agiles, sur bref, tout ce que vous pouvez connaître autour du projet qui peut exister. Et en fait, ok, ça, là-dessus, on est complètement reconnu, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait qu'on sait bien faire ça, on vient nous chercher, on nous appelle, etc. On est des experts, on vient nous utiliser sur des missions particulières, mais voilà.
Et dans le même temps, nous sommes toujours habités et préoccupés par la mise au mouvement des équipes. Parce que finalement, ce qui fait le succès de vos projets à tous, c'est que les gens les suivent, les gens les accompagnent, les gens embarquent dans le projet pour arriver au terme du projet et réussissent ce projet-là. Et en même temps qu'on les met en équipe, on avait une autre préoccupation, nous, dans la tête, et vous allez voir, ça va amener bien évidemment toutes les conférences de cet après-midi, c'est qu'on a une préoccupation sur la planète Terre. Alors pour ceux qui nous suivent depuis plus longtemps, le logo de Coprim, il était tout vert au départ, qui représentait une petite planète Terre qui était en lévitation, j'ai envie de dire. Voilà. Mais ça représentait vraiment cette notion RSE et cette notion de je veux préserver l'environnement, je veux préserver l'environnement pour vous, pour nous tous en fait, pour tous ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, c'est clairement l'occasion de mettre en avant ces projets, ces sujets de transformation. Alors dans un premier temps, ce sera Eugène Bill, voilà, qui est à ma gauche, qui va vous parler et qui va partager son expertise sur les sciences cognitives avec pour thème les neurosciences au service de vos transformations et de vos projets. Je me trompe pas, Eugène ? C'est pas mal quand même. Bon, ça va. Je me suis pas trompé. Et puis dans un deuxième temps, Alexandre Théo, voilà. On verra Alexandre Jubien, qui continuera de nous sensibiliser de la transfo numérique à la révolution environnementale. Alors, je ne vais pas du tout défricher le sujet maintenant, mais c'est du vécu, c'est du concret. Ça sera une prise de conscience qui va amener chacun d'entre nous à transformer peut-être ses habitudes de consommation, parce que c'est ça l'objectif, y compris dans nos entreprises, et c'est pour le bien de tous. On est bien d'accord ? Je pense que c'est le sujet de la planète. J'ai presque fini, vous inquiétez pas, j'ai pas sorti la Bible pour lire 5000 pages. Voilà. Et puis entre les deux conférences, on aura l'occasion de se rencontrer, de reparler ensemble, de papoter sur un sujet ou sur l'autre, de le creuser. Autour des stands, vous avez vu qu'il y a là-bas, il y a des stands Coprim, il y a des stands de nos éditeurs partenaires. Ou tout simplement autour d'un verre, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller sur les stands et qui ont juste envie de boire un verre, et ils boiront un verre, tout simplement. Voilà. J'en ai fini. Je vous remercie de votre patiente écoute. Et puis, il me reste à vous souhaiter un bel après-midi. Voilà. Merci. Eugène. C'est bon. Ça fonctionne. Bien, merci Jérôme. Bonjour à tous. Enfin, en tout cas, bonjour à tous ceux que j'ai pas eu la chance de saluer. Alors, effectivement, nous allons parler neurosciences. Nous allons parler changement. Donc, j'ai la chance au sein de Coprim d'avoir en charge de la business unit transformation, qui va aborder tous les aspects, on va dire, humains de la transformation et aussi tout ce qui va toucher à la formation. Enfin, en tout cas, comment faire bouger. Alors, comment faire bouger ? On sait très bien que c'est une clé de succès. Quand on parle de transformation, donc je n'ai pas besoin de revenir sur le fait que c'est avant tout donc une logique humaine. Faire bouger les personnes, faire bouger les équipes. Et moi, j'aime bien cette citation qui dit « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur ». Le point important, il est là, c'est que je ne peux pas mettre en place, je ne peux pas motiver quelqu'un. Je peux mettre en place toutes les conditions, tous les processus pour que ces personnes soient motivées. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu premier est d'abord de créer l'envie. S'il n'y a pas d'envie, il ne va pas y avoir de mouvement. Créer l'envie et créer l'intention d'eux. Donc, on voit que c'est quelque chose qui se fait plus ou moins bien, mais il y a déjà pas mal de travail autour de ça pour bien comprendre comment on va créer l'envie. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que très souvent, on voit qu'il y a l'envie, mais ensuite, c'est aussi créer donc le passage de l'envie, de l'intention à l'action. Et là aussi, ça va aller toucher certains processus. Et ça va aller toucher des processus internes. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors, ça va être une première vision que l'on va partager, puisque je vais avoir une intervention qui va durer autour de 45-50 minutes. Je vais vous laisser donc après un petit espace pour des questions, des commentaires. Bien évidemment, pendant mon intervention, si jamais vous avez une question, un commentaire, un élément bloquant, n'hésitez pas donc à m'interrompre. L'idée, c'est de vous présenter certains éléments. L'idée, c'est de aussi montrer les choses de manière un petit peu décalée, peut-être avec certains éléments qui vont être un peu surprenants, mais c'est aussi pour faire bouger un peu notre cerveau. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que l'on est partant tous pour cela ? Oui ? Ok. Je n'avais pas pris la petite télécommande.
Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zlikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci mais pour Muriel. Regarde. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais C'est beau, hein, c'est beau. Moi, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je vois cette vidéo, que je l'utilise, mais à chaque fois, ça me fait des petits... Donc, alors, j'ai choisi de commencer aussi par cette petite analogie, déjà par rapport à une chose que Jérôme ne vous l'a pas dit, mais il le sait peut-être pas, c'est que j'ai aussi énormément baigné à une époque dans le milieu du sport. J'ai été dans le sport de haut niveau, sportif de haut niveau, comme on dit. Et bon, ça fait longtemps. Il s'est passé quelques pizzas depuis. Mais et je continue à être dans ce milieu-là parce que je fais aussi de la préparation mentale pour des compétiteurs. Donc tout ça pour dire que la logique du mental et l'importance du mindset, comme on dit, va être un de mes sujets de prédilection. Alors j'aime bien cette petite vidéo parce que cela met en évidence, en tout cas c'est une bonne illustration de la performance, parce qu'on peut qualifier ça de performance, et des différents éléments qui vont composer la performance. Dans un milieu comme le milieu du sport, mais aussi dans nos milieux d'entreprise et dans nos milieux de projets de transformation. Qu'est-ce qui va aller asseoir la performance ? De manière synthétique, on peut dire qu'une performance va s'appuyer sur quatre leviers, 4 points clés, 4 points sur lesquels on va porter son attention. Dans le sport, mais pas que. Le premier levier sur lequel va porter la performance va être l'aspect physique. Donc on le voit bien dans un milieu de sport, dans une compétition. Le fait de courir un 400 mètres, avec cette énergie, cette vitesse, c'est toute une logique physique, c'est toute une logique de préparation physique. Sinon, bien sûr, le corps ne va pas tenir. Dans nos environnements professionnels, dans nos projets, l'aspect physique n'est pas à négliger. Le corps va subir différentes choses. Il va y avoir des logiques d'horaire, des logiques de changement, des logiques de pression, des logiques de stress, un ensemble d'éléments qui font que, même physiquement, que ce soit le manager, l'accompagneur, le dirigeant, les équipes, si physiquement je n'ai pas la capacité à tenir à un certain moment, je vais m'écrouler. Et au-delà de ça, les neurosciences, puisque c'est notre sujet, montrent bien aussi qu'il y a un lien direct entre la forme physique, le niveau énergétique, et les capacités cognitives, et la capacité de réaction, la capacité de décision, la capacité de gestion du stress. D'accord ? Donc, c'est un des sujets à avoir aussi en tête, c'est que derrière, il y a un aspect physique aussi dans nos projets de transformation. Le deuxième levier, ça va être l'aspect technique. L'aspect technique. Donc, j'ai commencé le sport avec de l'athlétisme. Après, j'ai fait d'autres choses. J'ai commencé par de l'athlétisme. Je courais très, très vite, naturellement. Et à ma grande surprise, la première chose que j'ai fait quand on est arrivé, c'est que j'ai appris à courir. Parce que, bien sûr, donc, il y a toute une logique de technique, de positionnement du bras, du corps, du déroulement du pied, etc., etc. Dans toute performance sportive, il y a un aspect technique qui va être travaillé. Dans toute transformation, dans tout projet, il y a un aspect technique qui est en ligne de compte aussi. Donc, c'est-à-dire que l'on va s'appuyer sur des méthodes, sur des outils, sur des process, sur des logiques techniques que l'on va avoir à développer et à renforcer. C'est notre deuxième pilier de la performance. Notre troisième pilier va être au niveau tactique ou stratégique.
derrière toute performance, il y a une stratégie qui a été mise en œuvre. Si vous connaissez un peu le 400 mètres, dans le 400 mètres, eh bien, donc, il y a des différentes stratégies. Soit je pars très rapidement et je résiste, ou soit je pars lentement et j'accélère, par exemple, pour faire simple. D'accord ? Il y a une logique stratégique. Dans nos projets, dans nos accompagnements, donc dans les transformations, il y a toujours une stratégie. Le pilote de projet, le manager, son boulot va avoir des objectifs à atteindre, des ressources matérielles, financières, humaines à gérer, et tout un processus à mettre en œuvre. Est-ce que l'on est d'accord jusque-là ? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là ? Donc tout ça est très bien, et on le sait de toutes les façons tous, c'est qu'on peut avoir la meilleure technique, on peut avoir donc, les meilleures stratégies, on peut avoir donc le meilleur physique derrière, la meilleure forme physique. Eh bien, si notre quatrième pilier n'est pas au rendez-vous, on ne va pas aller très très loin. D'accord ? L'aspect mental va être un élément qui est fondamental. Dans notre petit exemple, Floria Gay, au moment où elle a pris le bâton, qu'elle a regardé, qu'elle a vu ses concurrentes qui étaient à 10 mètres devant, mentalement, si tu ne te mets pas dans la bonne énergie mentale, dans la bonne croyance, dans le bon mindset, comme on va dire, c'est fini. D'accord ? C'est le même principe. Quel que soit le domaine, le mental, la qualité du processus mental va être un élément qui va être fondamental sur la réussite et sur la performance. Et c'est un peu notre sujet, donc c'est ce que je vais partager avec vous sur cette petite intervention. Importance du mental. Les neurosciences, parce qu'on parle de neurosciences, les neurosciences, ça va être tout simplement donc l'étude du fonctionnement du cerveau humain et l'impact que cela va avoir sur notre logique comportementale, émotionnelle et bien sûr cognitive, etc. D'accord ? Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu, on va faire très rapidement un petit tour de ce qu'il y a, donc ce qu'on a tous entre nos deux oreilles. D'accord ? Cette boule de graisse, parce que le cerveau, c'est quoi ? C'est une boule de graisse dans du liquide. C'est très simple, hein, mais c'est juste ça. D'accord ? Juste ça, entre guillemets, on est d'accord. Donc, quelques chiffres, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de décrire le cerveau, mais qui sont importants pour la compréhension de différents éléments que l'on va aborder. 1,5 kg, à peu près, en moyenne. 1,5 kg notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau va représenter à peu près 2% de notre poids de corps. D'accord. 20%. Ce chiffre est très important. Et gardez bien ce chiffre en tête. 20%, c'est quoi ? C'est 20% de l'énergie journalière. 20% de l'énergie que vous allez consommer dans la journée va être consommée par le cerveau. Vous imaginez, 2% de votre poids de corps, mais ça consomme 20% de votre énergie. Ça consomme, je ne l'ai pas mis, mais ça consomme 15% du flux sanguin, de votre flux sanguin, de tout ce qui sort du corps. Donc c'est énorme. En termes énergétiques, c'est énorme. Et pourquoi je mets ce chiffre en avant ? Parce que le cerveau, le rôle du cerveau, il est très simple. Pour vous, quel est le rôle du cerveau ? Dites-moi. À quoi sert ? Et son objectif 1, c'est la survie, tout faire fonctionner, tout faire fonctionner en bonne intégrité. C'est le cerveau, son rôle, son objectif, c'est pas de vous rendre heureux ou autre. C'est vrai, le cerveau, son objectif, c'est que vous soyez, c'est de garantir votre intégrité physique. Donc, 20%, le cerveau sait qu'il consomme 20% de l'énergie. Le cerveau sait que, donc il est très énergivore. Donc, un de ses fonctionnements de base, ça va être l'économie. Et ça va expliquer beaucoup de choses. Ça va expliquer beaucoup de choses dans la réaction, c'est que le cerveau, à la base, va toujours préférer donc l'économie, toujours préférer la simplification. D'accord ? Nous avons à peu près, ça a été mesuré, et pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur les chiffres ou autres, on pourra en discuter sans aucun problème, 60 000 pensées par jour. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. donc 60 000 pensées par jour en moyenne, en gros. Hein. Et en sachant que dans ces 60 000 pensées, il y a une grosse majorité des pensées qui vont être les mêmes du jour au lendemain. Et 80% de ces pensées sont plutôt négatives.
Ça, c'est un point important parce que le cerveau va être axé sur les aspects négatifs, sur les aspects qui ne vont pas, sur les aspects toujours dans une logique de survie et de protection. D'accord ? Donc savoir ça positionne quand même un petit peu les choses et ça met en évidence, ça commence à mettre en évidence ou donner des chiffres par rapport à l'importance de notre cerveau. Bien sûr, on le savait. 90 milliards. Nous avons 90 milliards dans notre cerveau en moyenne de neurones. D'accord ? Là, je parle. Alors, tous les chiffres que je vous donne sont les chiffres pour un homme adulte, enfin un homme avec un grand H, adulte, et un être humain adulte. et bien sûr, ce sont des moyennes. Mais donc, entre 86 et 100 donc, milliards de neurones. Donc, le neurone, c'est l'élément de base de notre fonctionnement cérébral, bien sûr. Donc, c'est à partir des neurones qu'il va y avoir donc l'activité. C'est une activité électrique qui va permettre de définir, de mettre en œuvre tous nos comportements, nos mouvements, nos réactions, etc. Donc, la partie neuronale est un point important, surtout si on le met en lien avec mon autre chiffre, 10 000 en moyenne, entre 1 à 100 000. Chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones. Donc vous imaginez le volume que cela fait. Vous avez 90 milliards de neurones et chaque neurone est connecté à environ donc 10 000 autres neurones. La connexion entre les neurones, un point qui va être important, c'est ce qu'on va appeler donc le réseau neuronal. Un comportement, une action, c'est simplement une connexion entre plusieurs neurones et qui vont créer un réseau neuronal. Souvent, on va prendre une image qui est très simple. Vous imaginez que vous êtes devant donc, un champ avec des grandes herbes. Vous allez passer de l'autre côté du champ. Donc, vous allez traverser. Vous allez traverser, repasser, repasser. Donc, le fait de traverser, c'est de créer un lien. C'est de créer donc, un lien neuronal. Vous allez passer, 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 passer. Au bout d'un moment, vous aurez un chemin qui sera donc, à l'intérieur donc, de ces herbes. C'est comme ça que se crée une habitude. À force de passer, ce chemin va être ancré. Et souvent, on parle d'autoroute neuronale. Alors, pourquoi je parle de ça ? Le changement. Changement d'habitude. Changement de comportement. C'est quoi ? Tout simplement, au niveau du cerveau, c'est j'ai mon chemin qui est déjà là et je vais prendre un autre chemin. Je vais créer des nouvelles connexions neuronales. Sachez une chose, c'est qu'on ne peut pas supprimer une habitude. Donc, quand je parle d'une habitude, je parle d'un chemin neuronal. On ne peut pas supprimer une habitude. On va simplement créer une autre habitude à la place. C'est ça le principe du changement. Et quand je prends mon exemple de mes grandes herbes, vous voyez, vous arrivez, vous êtes face à votre chemin qui est déjà tracé, et là, on vous dit, passez par là. Donc, passer par là, c'est repasser dans des herbes, c'est toute la partie de difficulté, elle est là. Mais si je fais cet effort, je passe une fois, 2 fois, 3 fois, petit à petit, je vais commencer à créer mon autre chemin. Et petit à petit, dans l'ancien chemin, il y a des herbes qui vont pousser et il va devenir de moins en moins, en tout cas naturellement accessible. Donc la logique du changement, c'est ça, de manière très simple, au niveau cérébral, le changement, c'est créer des nouveaux chemins neuronaux. Tout simplement, entre guillemets, quand je dis tout simplement, on est bien d'accord. Mais neuronalement parlant, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Quelques chiffres, autres chiffres à savoir, 2 autres chiffres pour la petite... connaissance, 500 millions, c'est le nombre de neurones que nous avons tous au niveau des intestins. Vous avez, je pense, tous entendu parler de cette notion de deuxième cerveau, parce que maintenant, on sait qu'il y a 500 millions de neurones, c'est à peu près le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chien. Donc, on a un petit cerveau de chien dans notre estomac, pour le dire comme ça. Donc, ce n'est pas neutre. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais tout ce que l'on sait sur l'alimentation, sur l'état du microbiote, eh bien, c'est un élément important. C'est un élément important pour votre intégrité physique, mais on sait maintenant que c'est un élément important sur votre santé cognitive et la capacité cognitive qu'il y a derrière. Et mine de rien, ça peut amener différentes réflexions. Dans mes projets, dans mon équipe, dans mon environnement. Comment mes équipes mangent le midi ? Hein ? Je les regarde parce qu'on a l'habitude des sandwichs le midi. Hein ?
Voilà. Donc voilà, ça, ce sont des éléments qui ne sont pas neutres. Donc à bien avoir en tête aussi. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le concret et comprendre donc le fonctionnement du cerveau, ah oui, j'allais oublier le dernier chiffre, 40 000, c'est le nombre de neurones qu'il y a dans le cœur. Oui, pour vous informer aussi qu'on a 3 organes dans lesquels il y a des neurones, le cerveau, les intestins et le cœur. D'accord ? Donc, pour ceux qui connaissent des choses comme la cohérence cardiaque, etc., ça va aller toucher à tout ça. Donc, pour résumer, pour finir, quelques éléments clés à bien avoir en tête dans ce que nous ont appris les neurosciences. Les neurosciences, c'est très jeune, hein, c'est vraiment dans les années 70 qu'on a commencé à découvrir un ensemble de choses, et c'est dans les 10 dernières années qu'on a compris un ensemble de choses avec l'évolution des IRM, des IRMF, des EEG, enfin de tous les éléments qui arrivent à avoir donc le fonctionnement du cerveau. Premier élément qu'on a identifié, qu'on a bien compris, donc la notion de neuroplasticité. Le cerveau est constamment dans une logique de réorganisation, de récréation, de reformation. Vous allez constamment avoir des neurones qui vont mourir et vous allez constamment avoir des nouveaux neurones. Vous allez constamment avoir donc des nouveaux chemins neuronaux qui vont se créer. Et ce que l'on sait maintenant, vous le savez sans doute, mais je le rappelle, c'est que c'est quelque chose qui est valable tout au long de notre vie. Nous avons la possibilité de créer des chemins neuronaux, nous avons la possibilité de développer des nouvelles neurones, nous avons la possibilité de faire évoluer notre cerveau tout au long de notre vie. À partir du moment, le cerveau, c'est comme un muscle, où on l'entretient. Donc à partir du moment où on continue à être dans une logique de découverte, de lecture, de sortir un petit peu de création de nouveaux chemins neuronaux. Et à partir du moment où tout ce qui va être sommeil, activité physique, alimentation sont aussi présentes. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais simplement la neuroplasticité, la capacité de changement du cerveau, donc elle est tout au long de notre vie. Donc dans les projets de transformation, même si vous avez des personnes qui ont un certain âge, c'est possible. C'est un peu gonflé de dire ça, mais donc c'est possible. Après, donc, il y a une question de temps, de rythme, etc., etc. Et bien évidemment, donc plus une habitude est ancrée, plus ça va être compliqué derrière. L'autre chose que l'on a bien identifiée aussi avec le cerveau, c'est le rapport entre l'inconscient et le conscient cognitif. Pour le faire simple, il y a un ensemble de choses que l'on va faire de manière complètement inconsciente, de manière complètement automatique dans notre fonctionnement cognitif. Pour faire encore plus simple au niveau des chiffres, il n'y a que 5% de nos actions qui sont dans l'ordre du conscient. 95% de nos actions sont dans la logique inconsciente cognitive. 95% de nos actions, et je ne parle pas que des actions de base, de respirer, de voir, etc. 95% de nos actions et de nos fonctionnements sont d'une logique complètement automatique. D'accord ? Donc c'est aussi prendre en compte ça, et on va voir peut-être comment prendre en compte ça aussi dans nos fonctionnements. Troisième point que l'on a bien compris au niveau du cerveau, c'est que les nourritures premières du cerveau sont les relations, donc l'interaction, sujet qui n'est pas neutre en ce moment, ou en tout cas avec tout ce qui est télétravail, etc., etc. Mais c'est une nourriture du cerveau, l'interaction. D'accord. Et tout ce qui va être nouveauté, donc le fait de découvrir, de créer donc, ces fameux chemins neuronaux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans nos processus de management, dans nos processus de pilotage, dans nos processus de conduite du changement, eh bien, donc, cette notion de relation, cette notion d'interaction, toutes ces notions-là sont des éléments qu'on va avoir à prendre en compte dans la manière dont on va mener et dont on va conduire nos équipes. Et le dernier point, simplement pour la connaissance, c'est que on a maintenant bien mis en évidence que même au niveau cérébral, il y avait une logique innée, mais il y a une logique qui est fortement acquise. Il y a une logique innée, il y a une logique génétique, puisque quand on arrive sur Terre, notre disque dur n'est pas vierge. Il y a déjà des éléments. Mais on sait maintenant que tous ces éléments-là ne sont pas, en tout cas, donc, déterminants au sens
ancré et sans pouvoir être challengé ou sans pouvoir évoluer. L'environnement, la manière dont on va fonctionner, les interactions, tout cela, donc ça va faire évoluer. C'est pour ça qu'en parallèle de la génétique, on parle de la notion d'épigénétique, de fonctionnement épigénétique. Vous pourrez creuser un petit peu, on pourra en discuter. Mais en tout cas, donc voilà, on sait que maintenant, on est dans une logique cérébrale, on est dans une logique cognitive, on est dans une logique mentale qui est complètement en évolution constante et complètement susceptible d'être en évolution. Alors, pour comprendre un petit peu ça, pour rentrer un petit peu plus dans le concret. Nous allons faire, je vais vous mettre en citation, nous allons faire une petite expérience que certains connaissent, j'en suis sûr, mais qui est toujours intéressante. Je vais vous afficher un ensemble de mots. Et je vais vous demander de lire à haute voix, et à l'unisson, ça sera plus joli, donc l'ensemble des mots que je vais afficher. Donc vous allez voir, il va y avoir différentes colonnes. On va les lire donc, dans le sens de la lecture. Quand on arrive au bout de ligne, on vient au début de la ligne. OK ? Ma consigne est claire après le déjeuner. Là. Allez, je vous écoute. À haute voix. Attends. On essaye, donc déjà, bon, en ligne, donc là, tac, et on essaye d'être ensemble. Allez-y, coordonnez-vous. Je ne sais pas où vous êtes. Ah, bien. Deuxième étape, pareil. Donc là, je vais vous afficher des carrés, des rectangles de couleurs. Et pareil, vous allez dire à haute voix les couleurs de ces différents rectangles. Pareil, à l'unisson. Alors, hop. Hop. Bienvenue dans la secte des couleurs. Dernier exercice, donc pareil, donc je vais afficher des mots qui sont, qui sont écrits en différentes couleurs. Et donc l'exercice ne doit pas être de lire les mots, mais de dire la couleur dans laquelle sont écrits les mots. C'est parti. Je t'entends pas, Auria. Pas mal. Bien. Bon, déjà, vous pouvez vous applaudir. Hein, c'est pas mal du tout. Donc, ça, ce petit exercice qu'on appelle donc, le test de Stroop, que l'on connaît, mais il est très intéressant parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que on crée de manière très simple une sorte de dissonance au niveau de votre cerveau. D'accord? Lorsque l'on est sur les deux premières phases, on est dans quelque chose qui est connu, qui est très simple, on est dans notre mode automatique, justement.
Alors que là, donc on met en contradiction donc, deux éléments qui sont à la fois donc, les couleurs, les connaissances des couleurs et la signification des mots. Eh bien, dans une logique de changement, de transformation, on retrouvera aussi des éléments de ce type-là. Des éléments qui vont provoquer aussi ce type de dissonance par rapport à des habitudes, par rapport à un contexte, par rapport à un environnement que l'on connaît. Donc mentalement, c'est des choses qui vont pouvoir se jouer dans les logiques de transformation. Et peut-être que vous avez remarqué dans la manière dont vous avez fonctionné les différentes réactions. Vous avez certaines personnes qui ont tenu jusqu'au bout pour aller, puis il y en a qui ont lâché l'affaire. Donc voilà, c'est pas la peine. Donc, et c'est ça qu'on va avoir aussi comme réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe pour comprendre de manière très simplifiée, très simplifiée. Alors, une petite chose que j'ai pas dit au début, mais quand je parle du cerveau et que je décris ces éléments-là, souvent je cite Paul Valéry qui disait tout ce qui est simple est faux, mais ce qui ne l'est pas est très souvent inexploitable. Donc, je fais des grosses simplifications. Si vous connaissez un petit peu les neurosciences, etc., ne vous levez pas en partant en disant « mais non, c'est faux ». Je fais des simplifications. Donc, lorsque l'on est face à une situation, le cerveau il va se poser très rapidement, simplement, une question. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu, qui est maîtrisé ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui est complexe ? Par exemple, 2 plus 2, c'est connu, hop, je ne réfléchis pas, c'est 4, et 27 plus 2 fois 8, c'est pas que je ne peux pas, mais hop, ça amène à une autre logique mentale. Et en fonction de ça, il va aller mobiliser, c'est ça qui est intéressant, donc des parties différentes du cerveau. Lorsque l'on est en mode automatique, du coup, voilà, on appelle ça le mode mental automatique, on voit donc une image d'IRMF donc, où l'on voit que c'est la partie arrière du cerveau. C'est très simple, à analyser ça, puisque le cerveau, c'est une logique sanguine, électrique, etc. C'est ça qu'on va mesurer. Eh bien, donc, c'est la partie arrière du cerveau qui va être mobilisée. Et le mode automatique, c'est le mode dans lequel on va rentrer à partir du moment où on est dans les logiques qui sont connues, à partir du moment où l'on est sur des choses qui sont intégrées, à partir du moment où l'on est sur des choses qui ne vont pas nous demander une grosse activation cognitive mentale. Et on a notre deuxième mode, qu'on appelle le mode mental adaptatif. Alors des fois, on appelle ça le système 1 et le système 2. C'est quelque chose qui était... je ne vais pas rentrer dans le détail dans sa création, mais donc voilà, mode mental automatique, mode adaptatif, et le mode adaptatif qui va aller mobiliser la partie avant du cerveau. Donc souvent, on appelle ça donc, la bascule préfrontale, puisque donc, c'est la partie avant de la partie cognitive du cerveau. Eh bien, donc, c'est tout ce qui va être nécessaire et qui va demander de l'adaptation, qui va demander du calcul, qui va demander de l'analyse, qui va demander à sortir de l'automatisme. Avec le dernier exercice, là, donc, je vous ai fait basculer du mode automatique au mode adaptatif. Donc, puisque là, on était sur quelque chose qui vous demandait de la concentration, qui vous demandait, etc. Et c'est une fois que l'on a fait ça qu'il va y avoir une action, il va y avoir une décision. Le truc derrière cela, c'est que le mode adaptatif, c'est un mode qui va consommer beaucoup d'énergie. Vous vous rappelez les 20% du début et tout ce que je vous ai dit. Donc le cerveau va toujours avoir tendance à aller ici. Dès qu'il peut aller ici, il ira. Et même, je vais plus loin, c'est que nous avons tous, après donc, un certain niveau, un certain seuil de stressabilité, et à partir d'un certain niveau de stress, le cerveau se pose plus de questions, il rentre en mode automatique, et il se positionne ici. Et donc, avec tout ce que ça va avoir comme impact, eh bien, sur tout ce qui va être les erreurs de jugement, les présupposés, etc. etc. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas neutre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enjeu, lorsque je suis dans une logique de transformation, c'est quoi ? L'enjeu, c'est d'aider mon environnement à passer du mode automatique au mode adaptatif, puisqu'on est sur des nouvelles compétences à développer, des nouveaux comportements à mettre en œuvre, des nouvelles croyances à créer, etc., etc. Je simplifie, mais l'enjeu, il est là. L'enjeu mental, il est là. Est-ce qu'on est clair ? Est-ce que c'est clair pour vous jusque là ? N'hésitez pas. Donc, nous allons regarder ensemble quelques leviers, justement, pour pouvoir aider, et pour pouvoir aider le passage à l'action. Parce que c'est ça, quand je parlais de passer de l'intention à l'action,
c'est aussi ça. Je peux très bien avoir l'intention de changer, l'intention d'évoluer, mais être bloqué parce que donc, il y a des différents éléments internes, externes qui me bloquent dans mon mode automatique. Et voilà, comment je vais faire cette bascule? Parce que, oui, je voulais le dire, mais donc voilà, la zone de confort, elle est là. Notre zone de confort, elle est là. Et vous savez bien que la zone de confort, ce n'est pas la zone où on est confortable. La zone de confort, c'est la zone où on a nos repères, c'est la zone qu'on connaît. C'est ça la zone de confort. D'accord ? Donc, le fait de dire, il devrait changer, parce que là, on va mettre un nouveau système qui va faciliter les choses, qui va, etc. Ça va être plus confortable, mais le plus confortable, ce n'est pas un argument. Le plus confortable, ce n'est pas un argument à la base. Parce que ça va aller générer différents éléments internes de stress, de blocage, etc. Donc, regardons ensemble quelques leviers pour amener les personnes à bouger, pour faire basculer, pour pouvoir passer à l'action. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, buddy. Break was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Terry. Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. Hi, baby! He fits right in here. That's a long-distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. You wanna play games, Gene? Well, when it's game time, it's pay time, baby! Whoa! J'ai hésité à la mettre, celle-là. Donc, alors, je précise tout de suite, ce n'est pas un consultant Coprime. Voilà. Non, mais voilà, il y a des choses, c'est important de le dire. Donc, alors, pourquoi j'ai mis cette petite vidéo en introduction? C'est pour comprendre que l'être humain va fonctionner avec deux circuits d'action. Et ça, c'est un élément qui va être important. Deux circuits d'action. Il va fonctionner avec un premier circuit qu'on appellera le circuit de la récompense. Et il va fonctionner avec un deuxième circuit qu'on appelle le circuit de la menace. Récompense-menace. Ce sont les deux polarités avec lesquelles fonctionne l'être humain. D'accord ? On sait très bien, c'est soit aller vers une récompense ou soit s'éloigner d'une menace. D'accord ? Deux circuits qui vont aller activer deux zones du cerveau différentes et qui vont aller générer deux types de neurotransmetteurs différents. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des neurotransmetteurs, mais on sait bien que le fonctionnement du cerveau, ça va être, le fonctionnement des neurones, ça va être de, par impulsion électrique, transiter des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs ou neurohormones. Donc, on connaît des neurotransmetteurs, l'adrénaline, etc. Donc, lorsque l'on est dans la logique de la menace, lorsque l'on va fonctionner par rapport au fait d'éviter une menace, d'éviter une douleur, eh bien, donc, il va y avoir une énergie d'action. Mais c'est une énergie d'action qui va se baser sur la création de cortisol, qui est l'énergie de stress, et d'adrénaline, l'adrénaline qui est l'énergie simplement donc de mouvement, mais qui va aller activer les circuits de la peur. Alors que lorsque l'on est dans le circuit de la récompense, eh bien, le cerveau va aller activer d'autres types de neurotransmetteurs, de la dopamine. La dopamine, c'est donc une hormone qui est développée, enfin qui est créée lorsqu'il y a des éléments de satisfaction, de plaisir, etc. La sérotonine, donc aussi hormone qui va être dans le bien-être, dans l'apaisement et dans des éléments donc positifs et de satisfaction. Donc, activer le circuit. Je vais faire simple. Activer le circuit de la récompense, ça va aller mettre le cerveau dans une logique cognitive et neuronale qui va aller générer, en termes d'émotions, les éléments qui vont être autour de la motivation, autour de l'engagement, autour de l'esprit d'équipe, tous les éléments que j'ai notés ici. Alors que activer le circuit de la menace, ça va aller activer donc les hormones qui sont
en ligne de compte lorsqu'on est dans une logique de stress, de danger. Donc avec tout ce qui va être, eh bien, donc désengagement, agressivité, l'opposition, la fuite, tous ces éléments-là. Ce sont des logiques d'action, ça fait un passage à l'action. Mais c'est un passage à l'action qui est simplement dans l'évitement. Il ne va pas y avoir une logique proactive, il ne va pas y avoir une logique de motivation derrière. Donc l'enjeu de la conduite du changement, c'est d'inhiber le circuit de la menace et d'activer le circuit de la récompense. De manière très simple, c'est ça, l'enjeu. En sachant que des deux, donc le circuit de la menace est toujours le circuit que le cerveau va activer en premier. Parce que, encore une fois, le cerveau est dans une logique de protection. C'est pour ça que je le rabâche, ça, c'est pour bien comprendre après des logiques de comportement. Quelque part, vaut mieux se mettre dans un état donc, prêt à me battre ou autre, pour rien, plutôt que de ne pas le faire et puis de me faire avoir quelque part. Vous voyez, donc c'est ça donc, la logique qu'il y a derrière. Le cerveau ne peut pas fonctionner avec du vide, avec des éléments qui ne sont pas clairs, avec des éléments qui sont flous, avec des éléments où il n'y a pas de sens. Si jamais il manque des choses, il va le remplir. Et par défaut, il y a de grandes chances qu'il le remplisse sur des logiques plutôt négatives. D'accord ? Donc si dans la communication vous n'êtes pas clair, si le sens n'est pas clair, si les étapes ne sont pas claires, s'il y a un ensemble de choses qui ne sont pas définies et pas claires, eh bien derrière, naturellement, c'est ça qui va se mettre en place. D'accord ? Le type de feedback que vous allez donner, le type d'échange que vous allez avoir, va définir est-ce qu'on est dans la menace ou est-ce qu'on est dans la récompense. D'accord ? Donc comprendre ça, ce sont des éléments qui vont être importants et que l'on va devoir mettre en œuvre dans la manière dont on va accompagner donc les équipes dans un projet, dans un changement, dans une logique managériale d'une manière générale. Ça va ? Bon, je sais, c'est l'heure de la digestion. Oui. Alors, pour continuer et aborder encore d'autres leviers qui vont être intéressants, petite devinette. Je vais vous afficher une petite devinette et je vais vous demander donc de réfléchir à la réponse. Elle est assez connue. Hein. Il va y en avoir 2, 3 qui soient assez connues. Première devinette. Une batte de baseball et une balle coûtent ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Dites-moi. Eh bien, tous ceux qui ont pensé, et je pense que c'est la première réponse qui est arrivée, mais tous ceux qui sont restés sur cette réponse de 10 centimes, c'est faux. C'est faux. Le principe, c'est que vous prenez le prix de la balle, et vous rajoutez 1 €, ça vous donne le prix total. Et on est d'accord que ça ne va pas être 10 centimes, le prix de la balle. D'accord ? Mais vous voyez, la réponse qui est arrivée tout de suite, même ceux, alors soit vous connaissez, donc vous savez que ce n'est pas 10 centimes, mais sinon, donc, on a tout de suite le 10 centimes qui arrive. Parce que tout de suite, c'est le mode automatique qui est activé. D'accord ? Autre exemple. Je suis le frère de 2 aveugles. Pourtant, ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-ce possible ? Ben oui, ce sont mes sœurs. Ah oui. Toujours pour montrer donc, voilà, des logiques d'automatisme dans lesquelles on va et qui demandent un effort pour pouvoir sortir de là. D'accord ? Et une petite dernière devinette. Voilà. Quel est le numéro ? Vous allez avoir 20 secondes pour trouver le numéro de la place de parking. C'est parti, 20 secondes. Quel est le numéro de la place de parking ? En sachant qu'il y a une logique. Gardez-le pour vous, juste que tout le monde... Je pense qu'on l'a tous. Tout le monde l'avait ? Donc, mais tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour montrer que
le cerveau va rentrer dans une logique d'automatisme. Et la première oui, ça a basculé de sens pour que... Non, mais tout le monde ne l'avait pas perçu. Donc je regarde personne pour désigner personne, mais tout le monde ne l'avait pas perçu. Donc, c'est pour montrer que l'important, c'est la force des automatismes qu'on a dans le cerveau. Le cerveau va rentrer dans des logiques automatiques. D'accord ? Et c'est son réflexe, c'est son premier réflexe. N'oubliez jamais ça. Le premier réflexe, c'est d'aller dans la simplicité et d'aller dans l'économie. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. En réalité, ça s'appelle des heuristiques. Le fait que le cerveau va aller chercher donc des fonctionnements et des logiques automatiques, dans la partie automatique, ce sont des heuristiques. Et c'est ce qui amène à le terme que l'on connaît tous, c'est ce qui amène au biais cognitif. Cette notion de biais cognitif. C'est quoi donc un biais cognitif ? En réalité, c'est un type d'heuristique, mais c'est quoi un biais cognitif ? Eh bien, donc c'est donc une simplification, une généralisation, donc un raccourci. C'est un raccourci que va prendre le cerveau pour pouvoir donner une réponse, pour pouvoir réagir. C'est un raccourci. Et pourquoi le cerveau va prendre ces raccourcis ? On classe les biais cognitifs en 4 grandes catégories. Il va prendre un raccourci lorsqu'il a trop d'informations à gérer. Parce que le cerveau, et plus particulièrement la partie avant, donc le néocortex devant, donc la partie qui est basée sur l'analyse, est quand même limitée dans sa capacité énergétique. À un certain moment, s'il y a trop d'informations, eh bien donc il va simplifier, il va généraliser, et c'est là qu'on peut rentrer dans les erreurs comme les biais cognitifs. Donc communiquer, c'est bien, mais quand on dit trop de communication tue la communication, il y a ça derrière. D'accord ? Communiquer, c'est bien, mais il faut choisir comment on va communiquer, quel volume on va communiquer, quelles sont les informations qu'on va communiquer, parce qu'à un certain moment, si je donne trop d'informations, eh bien, le cerveau, donc, il va bloquer, il va aller se réfugier. D'accord ? Donc la logique de la communication, elle est pas neutre. Le biais cognitif va se mettre en œuvre aussi à partir du moment où il y a un besoin de réaction rapide. Par exemple, sur mon premier exemple avec la batte et la balle, je vous dis, donnez-moi tout de suite donc une réponse. Vous me donnez 10 centimes, c'est tout. Voilà. Donc, quand on est aussi donc, pressé et que l'on sait qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le mode adaptatif, eh bien, donc, on va aller dans le mode automatique. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, donc, et vous verrez si vous creusez un petit peu, c'est que mode automatique et mode adaptatif, on appelle ça donc, de cette manière-là. On appelle ça aussi système 2, système 1 et système 2. Et on va appeler ça aussi le slow mode, donc, ou le fast mode. Donc, la partie donc, automatique donc, est rapide. La partie adaptative est lente. Énergivore est lente. D'accord ? Donc, lorsque, il faut répondre rapidement, tac, on va dans l'adaptatif. Lorsqu'il y a un manque de sens. Et on voit bien tous les travers qu'on peut avoir dans nos projets. Je regarde là, parce que je sais pas. Ouh. Ouais, non, il faut me faire signe, parce que moi, je peux vous garder toute l'après-midi. Là, donc, manque de sens. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau ne peut pas fonctionner donc, avec un vide. Okay ? Il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre le pourquoi et le pourquoi on va faire les choses. D'accord ? Et si jamais il n'y a pas ces éléments-là, il va aller se réfugier dans ce qu'il connaît, et donc dans ses certitudes, dans ses présupposés, etc., etc. Et puis donc le dernier point qui va occasionner donc les biais cognitifs, c'est le processus de mémorisation. Nous avons une capacité de mémorisation qui est limitée. D'accord ? Déjà, sur un instant donné, vous pouvez mémoriser entre 7 plus ou moins 2 informations. Donc, si on vous donne quelque chose avec 15 informations à mémoriser d'un coup, vous allez faire un tri forcément. Ce n'est pas possible. Donc, c'est entre 7, 5 et 9, en réalité. D'accord ? Donc, s'il y a beaucoup d'informations à mémoriser, eh bien, à un certain moment, il va faire des regroupements, il va faire des tris. Et c'est ce qu'on va appeler donc, les biais cognitifs. Donc, les biais cognitifs, là, je vous ai, donc c'est pas à lire, mais donc ça, c'est ce qu'on appelle le codex des biais cognitifs. Il y a à peu près 200 biais cognitifs qui sont connus actuellement. Okay ? Et ça, donc, ils sont représentés avec ce schéma-là, mais tout ça, ce sont différents types de biais cognitifs. Alors, on connaît tous des biais cognitifs au niveau comment dirais-je, commercial.
Par exemple, on a un biais cognitif très connu qu'on appelle le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est le fait de dire qu'à partir du moment où on a une première valeur sur un élément, eh bien, ça va devenir un point de référence. C'est ce qu'on a, par exemple, dans les soldes. On vous met un prix à 100 €, c'est le point de référence barré, et on vous met le nouveau prix à 50 €. Ah, tiens, c'est une bonne affaire. Pourquoi c'est une bonne affaire? Je ne sais pas. Peut-être que le truc, il vaut 50 € à la base. D'accord? Donc ça, c'est le biais de cadrage. C'est le fait que, hop, j'ai une première information et je me base dessus. Dans les projets de transformation, il y a différents biais cognitifs qui rentrent en ligne de compte. On a un biais, par exemple, qu'on appelle l'effet IKEA, ou qu'on appelle donc le biais de possession. L'effet IKEA, c'est quoi? C'est le fait de dire que on va favoriser quelque chose que l'on a soi-même créé ou que l'on a soi-même décidé ou choisi. Et c'est ce que vous aurez quand on vous dira « mais non, mais le logiciel que l'on a depuis, sur lequel on a travaillé, qu'on a développé, il est très bien. Pourquoi tu veux mettre un nouveau CRM? Pourquoi tu veux mettre un nouveau truc ?» Ça, c'est un des biais. On a un troisième on a le biais de... mince. Oh, trop de mémoire. Tiens, je suis arrivé à mes limites, là. Mince. Mais ça, ouais. Zut. Bon, ça me reviendra. C'est le fait de tendre à aller rechercher et privilégier que des informations qui vont... Voilà, biais de confirmation. Voilà. Non, c'était pour voir s'il y en a... Voilà. Ah, n'est-ce pas? Donc le biais de confirmation, c'est ça, le biais de confirmation, c'est que naturellement, on va aller privilégier et sélectionner de manière très inconsciente des éléments qui vont aller confirmer un présupposé ou une première information que l'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont vous allez communiquer au début d'un changement, les premières communications, les premiers résultats, tout cela, ça va avoir un impact parce que ça va provoquer un point de vue, donc ça va provoquer donc en tout cas une position par rapport à ça. Et après, vous allez devoir lutter contre ces biais. D'accord? Donc, dans la logique de transformation, pour terminer, j'ai presque terminé. Dans la logique de transformation, les biais cognitifs sont des éléments qui sont directement liés donc à la partie comportementale. Okay? Donc, je dirais donc une bonne démarche de transfo va aussi s'appuyer sur la manière dont on va désigner les attendus comportementaux pour pouvoir, une fois qu'on a défini qu'est-ce que l'on attend, mais de manière précise, parce que très souvent on le fait, mais est-ce que c'est assez précis? Donc voilà, donc par exemple, si je dis, je sais pas, je voudrais manger plus sainement, c'est un nouveau comportement, mais c'est flou. C'est pour ça que j'y arrive pas. Manger, c'est flou. Mais je voudrais manger plus de légumes. Là, ça commence à être plus précis. Et le fait de définir de manière précise les comportements attendus, ça va permettre, derrière, d'analyser et peut-être de faire ressortir les biais cognitifs qui sont potentiellement associés à ce type de comportement. Et mettre en place les actions qu'il peut y avoir derrière. Soit en contrecarrant les biais cognitifs, ou soit en jouant sur les biais cognitifs. Et là, je fais mon petit passage vers un sujet qui est le sujet, donc ce que l'on appelle les nudges. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un nudge? Non. Voilà. Inducteur de comportement implicite. Waouh, c'est beau quand même. Donc, nudge, ça veut dire coup de coude, coup de pouce, voilà. Donc, un nudge, c'est un principe qu'on va mettre en place qui va aller, amener un comportement. Je vais le donner de manière plus claire, mais par exemple, là, sur ma petite image, on va jouer sur le fait que, il y a une marelle, ça nous donne envie d'aller sur la marelle pour aller vers la poubelle. D'accord ? Un des nudges les plus connus, en tout cas pour tous les hommes, mais tout le monde le connaît, c'est la petite mouche qu'il y a dans les urinoirs pour... Exactement, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. C'est pour ça que je n'ai pas mis un urinoir en gros. J'ai cherché, hein, il est mieux quand même celui-là. Mais donc c'est ça donc le principe.
D'accord ? Donc, un biais, un nudge, qu'est-ce que c'est ? Pour être clair. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et je voudrais terminer pratiquement sur ça. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les nudges. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'on l'intègre ou pas, est-ce que nous on l'intègre ou pas dans nos démarches. On pourra en parler vraiment dans le détail sans aucun problème. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nudge ? Déjà, la définition du nudge, c'est donc un mécanisme qui va aider un individu à passer de l'intention à l'action. Tous les mots sont importants dans cette phrase. En s'appuyant sur un ou plusieurs biais cognitifs. C'est ça la définition du nudge. OK ? Les mots sont importants. Si ça ne s'appuie pas sur des biais cognitifs, ce n'est pas un nudge. OK ? Dans la définition. Mais là où je vais vraiment arriver, c'est que cette notion de passer de l'intention à l'action. Normalement, si c'est bien fait, si c'est fait avec la bonne déontologie qui va bien, le nudge n'est pas un élément qui va convaincre et qui va aller. Le nudge, c'est quelque chose qui va s'appuyer sur une intention qui est déjà présente. D'accord ? Et quand je vous disais tout à l'heure, c'est créer l'envie et l'intention, c'est pas à ce moment-là. Si jamais on utilise le nudge. Le nudge, c'est après, c'est une fois que j'ai l'intention, c'est amener l'intention donc vers l'action. Quand on parle de nudge, des fois on parle de sludge. Ben, le sludge, c'est quoi ? Le sludge, c'est quelque chose qui se fait passer pour un nudge. Ça a l'apparence d'un nudge, ça a la couleur d'un nudge, hein, mais ce n'est pas un nudge. C'est un nudge canadarail. Donc, le sludge, c'est quoi ? Donc, c'est un faux nudge. Dans la littérature et dans tout ce qui a été créé au niveau des nudges, pour faire très simple, il y a 3 caractéristiques qui font que c'est un nudge ou pas. Et s'il n'y a pas ces 3 caractéristiques-là, c'est un sludge dans la logique. Premièrement, donc le nudge, le principe doit être transparent. Transparent ou peut être rendu transparent. Là, on voit très bien, on a très bien compris le principe. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché derrière. Deuxième élément, donc le nudge, c'est une logique qui va amener un comportement qui va être non obligatoire. OK ? Je peux passer à côté, ou je peux ne pas viser la mouche. Donc voilà, donc c'est non obligatoire derrière. OK ? Le fait de dire, par exemple, sur un chantier, il faut porter un casque et de mettre des processus pour amener à, on peut s'appuyer sur des choses, mais ce ne sont pas un nudge parce qu'il y a un côté obligatoire. D'accord ? Et puis, donc, pour terminer, donc, le nudge doit être un élément qui est gagnant. D'accord ? Donc, avoir donc, cette logique. Alors, souvent, on me pose la question, ben, c'est quoi ? Donne-moi un exemple de nudge. Comment ? Non, on ne va pas parler de la réforme des retraites. Là non plus, je ne vais pas m'aventurer sur ça. Non, mais vous, par exemple, un exemple qu'on prend assez souvent, vous mettez donc un nouveau CRM pour des commerciaux qui doivent derrière implémenter et remplir ce CRM. Si vous demandez à tous les commerciaux de définir eux-mêmes la fréquence à laquelle ils vont mettre à jour le CRM et le type d'information qu'ils vont mettre à jour dans le CRM, de le définir et de le noter, on va là s'appuyer sur ce qu'on appelle le biais d'engagement. Le biais d'engagement, c'est qu'à partir du moment où soi-même on a défini quelque chose et que l'on a quelque part, c'est pas un engagement, enfin en tout cas on a dit qu'on allait faire quelque chose, eh bien il y a plus de chances pour qu'il y ait action derrière. Surtout quand il y a du monde autour. Oui, tout à fait. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut mettre derrière donc les nudges. Donc, de manière très très rapide, voilà, moi je voulais simplement faire un petit passage sur ce qu'on met derrière dans l'importance du mental. Nous, ce que l'on voit très bien donc, au niveau de nos accompagnements, c'est que ces 4 éléments-là sont essentiels. Dans un projet de transformation, bien évidemment, il y a des aspects techniques, il y a des aspects stratégiques, et donc ça fait vraiment partie des pratiques de base quand on est dans une logique d'accompagnement de projet ou autre. Donc ça c'est clair. Mais très souvent, et après on peut se poser la question, posez-vous la question, est-ce que dans ces accompagnements-là, les aspects donc
physique, c'est-à-dire toute la logique du cycle, l'énergie, etc. Les conditions qui vont amener après donc la façon dont va être gérée une énergie, et surtout le mental, au niveau mental. Est-ce que tout est bien mis en place pour pouvoir justement exploiter correctement les capacités de notre cerveau et de pallier à tous les travers dont certains ont été décrits ici. D'accord ? Donc c'est ça un peu le but. C'est ça donc moi l'enseignement 1 et c'est vraiment donc la logique première que l'on met nous dans la façon dont on va conduire et créer donc nos accompagnements du changement. Et je vais terminer et c'est vraiment mon dernier slide. Alors quelque chose un petit peu plus général, mais il faut en parler. Il faut en parler. Moi, ce slide, il me met un stress un petit peu. Je trouve un peu inquiétant. Non, mais c'est moi. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement, oui, on se pose toujours la question, mais oui, mais par rapport à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va changer? Et au niveau, justement, cognitif, au niveau mental, qu'est-ce qui va se passer pour les managers, si on zoome sur les managers? Il y a des choses qui vont bouger. Alors, il n'y a personne sur Terre, enfin, il n'y a aucun consensus sur comment va évoluer l'intelligence artificielle. D'accord ? Là, c'est des présupposés que l'on dit, mais il n'y a aucun consensus sur ça. Mais bien sûr, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des choses qui vont être remplacées. Les décisions simples, les recherches, donc le type de communication. On a déjà des systèmes qui automatiquement vont générer des axes de communication, etc. Il y a des choses qui vont être renforcées par l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on est beaucoup déjà à s'appuyer sur ça. Hein. Donc, au niveau des prises de décision plus complexes, au niveau des éléments d'innovation, renforcés. D'accord ? Maintenant, au niveau de l'être humain, et peut-être même plus au niveau de l'axe, et ça fait appel aussi à comment on évolue et quel type de formation, l'axe au niveau du manager, ma conviction en tout cas, c'est que la première capacité qui va être à renforcer, c'est tout ce qui va être pensée critique. C'est comment je prends du recul par rapport aux choses que me donne le système, comment je challenge les systèmes. Donc, et justement, faire attention à ne pas rentrer dans une logique automatique. La gestion du changement. Donc la capacité donc à changer soi-même et à accompagner ses équipes à évoluer par rapport à l'évolution technologique et par rapport à ce qui nous arrive. Et puis donc on peut dire ce que l'on veut sur les capacités de l'intelligence artificielle, mais la logique émotionnelle ne sera jamais là. D'accord ? Il va y avoir des choses. L'autre jour, en conférence, on m'a dit oui, mais il y a déjà des systèmes qui sont capables de lire les émotions en fonction du profil et de s'adapter. Mais c'est de la lecture et ce sont des algorithmes uniquement. Mais ça ne va pas remplacer des éléments qui sont purement au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et je ne vais pas développer, mais on pourra en parler. Donc il y a d'autres choses qui ont été identifiées comme les neurones miroirs, sur la façon dont les cerveaux se mettent en connexion face à un comportement. Oui, j'arrête. On est en train de me faire des signes. Voilà. Donc, le leadership, l'intelligence collective. Donc voilà, vous voyez, simplement pour dire que moi, mon point de vue, ma conviction, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle va encore plus peut-être mettre l'accent sur des aspects de la puissance cognitive et de la puissance de notre mental, de notre cerveau, sur lequel on va devoir s'appuyer, que l'on va devoir développer. Voilà, je vais m'arrêter sur cela. Merci. Donc, on peut faire juste 1-2 questions si vous avez des questions générales. Après, de toutes les façons, là, nous allons passer à côté, prendre un verre et puis discuter, réfléchir. Est-ce que quelqu'un a une question un peu générale ? Oui ?
ouais, là on parle entre autres de cutter où il y a donc voilà. Ouais. Oui, ça vient, ça. Vous savez, les neurosciences, ce qui est intéressant et ces découvertes, c'est que à la fois c'est venu confirmer différentes choses, mais c'est aussi venu mettre un petit peu de recul. Cette logique-là de créer l'urgence. Je dis pas qu'elle est fausse, mais il faut bien la comprendre et pas mettre une logique de stress derrière, parce que là, on est sur tous ces processus-là. Voilà. Donc, oui. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien le prendre, parce que certaines fois, cette notion de créer l'urgence, cette étape de créer l'urgence, on le met sur la logique de voilà, mettre une pression de délai, de date, etc., etc. Alors que le créer l'urgence, on peut le lire différemment, avec effectivement, comme vous l'avez dit. Ouais. Oui, alors, et après je vous passe. Oui. Bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire. Exactement. Exactement. C'est pour ça que les approches doivent s'appuyer à la fois sur ces éléments-là, donc de sciences cognitives, donc pour comprendre le fonctionnement du cerveau, comprendre ces grandes lignes, et toujours avoir en tête le fait de dire que il n'y a pas deux cerveaux qui vont être identiques, et aussi travailler avec tout ce qui va toucher à l'agilité comportementale, les modèles comportementaux, qui aussi donc mettent en évidence le fait que oui, il y a des éléments qui vont être généraux. Il y a des choses qui sont très très générales, donner du sens, etc. Mais après, quand je rentre dans le détail, il y a des choses qui vont être vraiment spécifiques aux personnes. Et il y a des choses qui vont se jouer de manière individuelle et qui vont se jouer de manière complètement différente, de manière collective. Il y a des réactions que vous allez avoir quand vous avez la personne en face à face, en isolé, et quand elle est dans une logique de groupe, il va y avoir une autre logique qui va se mettre en œuvre. Donc il y a toute cette complexité-là qui fait qu'on ne peut pas balancer une méthode, une approche unique. Là, on est vraiment, lorsque l'on est sur une logique justement donc non hiérarchique, ça met encore plus en évidence la notion de comprendre les leviers, je vais le dire comme ça, donc d'influence quelque part. Hein. Donc, quels sont donc les mécanismes, c'est encore plus important d'identifier quels sont les mécanismes que l'on va mettre en œuvre pour aller activer le circuit de la récompense et pour pouvoir donner envie, puisqu'on sait qu'on n'a pas le levier, qui n'est pas le bon levier, mais on n'a pas le levier donc, de l'autorité et autres. Mais c'est après creuser sur qu'est-ce qui va donner envie, quel va être l'intérêt, comment je peux mettre en avant l'intérêt des personnes qui vont bouger. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura pas de mouvement. Donc les leviers sont plus complexes, mais ils existent. Et ça va encore plus dans le sens de ce que j'ai montré là. Parce que là, on va jouer justement sur les mécanismes de décision. Alors, attendez, il y avait une question. Vous aviez une question peut-être? Non, non, je croyais qu'il y avait un bras levé. Pas. Alors. Comment on arrive à limiter le risque de manipulation et le risque de crainte d'être manipulé? Et jusqu'où va l'influence et comment la manipulation? Vous savez, alors, il y aurait beaucoup à dire, mais on va dire que derrière, c'est l'intention. Quelle est l'intention qu'il y a derrière, hein? Tous ces outils-là sont des outils, toutes ces connaissances-là sont des connaissances qui sont puissantes. Mais souvent, je prends une image qui choque un petit peu, mais des fois, mais c'est comme un couteau. Un couteau, vous pouvez couper un bout de gâteau ou planter quelqu'un avec. Le couteau, il n'est pas en cause. Mais c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière, quoi. Alors, la transparence et la communication, ça c'est clair. Ça c'est clair parce qu'effectivement, là, vous êtes sur un point qui est clé, c'est que si jamais c'est pas clair, si je ne comprends pas pourquoi, je me mets en mode de protection avec tout ce que ça implique. Donc la logique de transparence et de communication, donc elle est fondamentale. C'est quelque part le moyen de rassurer le cerveau. Oui, c'était là.
Oui, donc si je vais reformuler avec le micro, c'était donc le propos, c'était donc un environnement qui est assez stressant actuellement, un niveau de stress important, et donc d'arrêter de mettre des niveaux de stress supplémentaires avec des méthodes. Alors vous avez cité donc Auteur, Lewin, qui sont encore une fois, ce sont des méthodes et des approches parce que ça fait partie d'éléments de référence, et donc je ne les jette pas. Mais il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Il faut savoir lire les différents éléments, effectivement, parce qu'on était dans une autre logique. Donc oui, il faut faut prendre un peu de recul avec Auteur, avec Lewin, avec ouais. Une remarque d'expérience, c'est que certes la transparence et la communication, ça aide à apaiser, mais parfois des gens qui n'en ont jamais eu, quand on fait vraiment le gaz, ça les stresse. Tout à fait. Parce qu'ils se rendent compte de la complexité des choses et que c'est plus binaire comme ils voulaient le croire. Et parfois, ça a un effet inverse. Enfin, c'est partage de... Tout à fait. Vous savez, donc c'est comme tout. Donc c'est toujours la logique des petits pas, des petites actions, et on va faire attention à ne pas amener chez la personne des trop grands pas, derrière des trop grands gaps. Plus vous allez être loin d'un élément connu, maîtrisé, plus vous allez avoir une logique de montée en stress. Donc il faut savoir aussi lire, et c'est pour ça que dans la conduite du changement, normalement, tout changement va commencer par un diagnostic de maturité au changement. Et c'est avec ce diagnostic de maturité au changement que vous allez pouvoir justement sizer un peu le type d'action que vous allez mettre en place derrière. Oui. Juste faire attention. On fasse attention au timing. Ce que je vous propose, c'est que vous continuez vos questions juste en passant dans la pièce à côté. On en fera d'autres. Voilà. Bon, Désolé, je suis un peu autoritaire, mais il faut juste qu'on en fasse. c'est le patron. Hein. T'aimes bien que je dise ça?